Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, peu importe. Aujourd'hui, je vais parler des conversations que l'on peut avoir et surtout de ces réunions censées être conviviales où l'on invite plusieurs personnes, parfois de très nombreuses personnes, et où une personne qui a un profil atypique risque de s'ennuyer mortellement au point qu'elle ne va même pas comprendre ce qu'elle fait là et pourquoi on l'a invitée à une réunion qui ne permet aucune expression personnelle d'un point de vue, aucun échange d'idées véritable, où tout se résume en des lieux communs ou dans les commentaires de l'actualité, mais de façon souvent d'ailleurs assez conservatrice, hein, j'ai remarqué, du moins puisque ceux qui organisent ce genre de réunions euh, avec plein de personnes finalement sont souvent des gens superficiels et conservateurs qui n'ont pas finalement beaucoup d'idées en tête, qui n'ont pas une grande culture généralement et qui essaient de faire passer le temps de cette manière, hein, puisque ce ne sont pas, on va dire, des intellectuels entre guillemets, hein. Donc, voilà, on va essayer de voir comment une personne qui n'est pas normopensante peut vivre de telles situations. Alors vous allez me dire, quand la réunion est composée de très nombreuses personnes, ce qui peut être intéressant, c'est que des petits groupes peuvent se former et on peut, s'il y a suffisamment de place, avoir une vraie conversation, un véritable échange avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes. Mais ce n'est pas malheureusement souvent le cas, hein, puisqu'il y a beaucoup de bruit et il est difficile souvent de s'isoler pour avoir un véritable échange, hein, parce que c'est le but, ça n'a aucun intérêt d'être à un endroit, sauf si c'est pour manger uniquement, hein. Pourquoi pas? Ça c'est voilà, là je comprends si c'est pour manger, mais sinon je ne comprends pas ce que ça peut apporter. Voilà. Alors, je vais vous lire, pour introduire un petit peu cela, une citation faite dans un livre de Catherine Decour qui concerne la dernière favorite, donc Zoé Duquesla, le grand amour de Louis XVIII. La comtesse Duquesla, vous savez, je vous en avais parlé, ce n'était pas le grand amour de Louis XVIII, il était homosexuel. Ça, je me dis, mais comment peut-on encore l'ignorer? Et c'était sa meilleure amie, je dirais, voilà, la meilleure amie de Louis XVIII. D'ailleurs, j'ai une lettre de la comtesse Duquesla, puisqu'elles ne sont pas très chères. Souvent, à l'hôtel Drouot, il y a 10 lettres, enfin souvent, j'ai vu à l'hôtel Drouot, 10 lettres pour 150 euros, quelque chose comme ça. C'est vraiment dérisoire, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, c'est étrange. Voilà, elle est d'ailleurs, elle a des origines, semble-t-il, clermontoises, mais je vous en parlerai quand j'écrirai ce livre, hein. Je ne sais pas quand, j'ai tellement de projets, plus mes vidéos. Et vous savez qu'elle a été l'élève de la fameuse Madame Campan. Madame Campan, c'est la première femme de chambre de Marie-Antoinette. Vous avez peut-être lu, enfin, ce livre qui est quand même très connu, au Mercure de France, les mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, qui a un petit peu une vision idéalisée des choses. Et je vous ai reparlé d'ailleurs dans une vidéo d'une citation d'une phrase de Madame Campan au sujet de non, c'était la duchesse d'Angoulême et qui avait croisé Madame Campan euh, donc sous la Restauration et elle savait que Madame Campan avait fondé la maison de la Légion d'honneur pour l'éducation des filles riches, enfin de milieux nobles, mais pas forcément riches justement, voilà justement, pas forcément riches, mais nobles et de haute bourgeoisie, enfin qui étaient issus de maisons importantes. Et elle avait reproché à Madame Campan d'avoir fait cela, et elle lui avait dit, ben, elle lui avait posé la question suivante, qu'est-ce que vous avez fait durant l'Empire? Et Madame Campan avait expliqué ce qu'elle avait fait, et la duchesse d'Angoulême, avec le tact qui l'a caractérisé, et la sécheresse qui l'a caractérisé, et qui n'avait pas tort, moi j'aurais été un peu comme elle lui a répondu, vous auriez mieux fait de rester chez vous. En gros, hein, voilà, c'est à peu près sa phrase. Je pense pas que la réplique soit apocryphe, hein. Alors, il y a cet ouvrage, je vais vous lire ce que dit Madame Campan, qui enseigne à donc notamment la future comtesse du Quéla, et aussi, me semble-t-il, Hortense de Beauharnais, hein, la future reine Hortense, la fille donc de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Voilà ce qu'elle écrit.
Si la réunion compte plus de 20 personnes, prenez un thème de philosophie ou de morale, la discussion d'un spectacle, d'un livre, d'un voyage. Si vous êtes 6 au plus, parlez de mode, de peinture, de musique. À 4, pensez à la poésie, au souvenir. À 2, le cœur peut s'épancher, le moi n'est plus haïssable. Conseillez la directrice avant d'ajouter, mais au grand jamais ne permettez qu'on parle devant vous d'histoires de domestiques, de fournisseurs, de chevaux et de carrosses, et encore moins de gros sous. Alors voilà qui a été précis trop peut-être. L'esprit n'étant pas chose facile à communiquer, Madame Campan, avec une application qui, elle l'avouera plus tard, faisait sourire Zoé Duquela, la comtesse Duquela, multipliait les exercices. Aujourd'hui, on causera avec naturel sur l'incendie et sur un naufrage. Demain, sur une partie de campagne manquée ou sur la rupture d'un mariage. Voyez les thèmes de conversation de Madame Campan. Alors, c'est intéressant pour introduire mon discours, effectivement. À 20 personnes, on peut parler philo, morale. Alors maintenant, ça ne doit plus être de mode, parce que moi, je n'ai jamais entendu, lorsqu'il y avait une réunion de 20 personnes, parler philosophie ou morale, hein. La peinture et la musique, quand on est 6 ou plus, non plus, je n'ai jamais entendu ça. Et le cœur peut s'épancher à 2. Voilà, le problème est là, je crois, hein. Alors, les normaux pensants, qu'est-ce qu'ils ont? Comment ils sont? Eh ben, ce sont des gens qui, sans être forcément stupides, hein, ils sont parfois intelligents, ils peuvent avoir un QI élevé, même, je pense, ils peuvent avoir fait de longues études. Regardez Elisabeth Borne, voilà, elle a fait de longues études et pourtant, elle donne dans l'arithmétique 62 plus 2 égale 64. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur cette personne odieuse, mais pour vous faire comprendre l'idée, on peut être cultivé, mais ne pas avoir cette intelligence, euh, je sais pas comment la qualifier, hein, c'est difficile, cette intelligence qui est liée à la sensibilité. Et Elisabeth Borne, donc, elle a un mécanisme qui fonctionne, a priori, parce qu'elle a réussi de hautes études, mais ce mécanisme n'est même pas utile pour faire progresser les choses, avancer les choses, parce qu'une personne intelligente n'aurait jamais accepté une réforme des retraites aussi stupide, aussi linéaire, aussi injuste, aussi qui manque à ce point d'idées originales et novatrices. Voilà, c'est un exemple. Voilà, Elisabeth Borne, pour moi, c'est une normopensante ou une arriviste, hein, ce qui revient peut-être à peu près au même, je ne sais pas. Donc les normopensants, comme ils n'ont pas, ils ont pu faire des études, mais dans l'optique d'avoir un bon travail, d'avoir un bon métier, d'avoir un bon salaire, et ils n'ont pas forcément une curiosité intellectuelle. Ça n'a rien à voir. On peut être moyen à l'école, comme c'est votre cas, je pense ceux qui me regardaient n'étaient pas nuls non plus, hein. On n'est jamais, les profils atypiques sont rarement nuls, ça n'existe pas à mon avis, hein. Mais ils ne sont pas forcément très doués en classe, mais ils ont une curiosité intellectuelle qui se porte sur les matières littéraires ou scientifiques, peu importe, hein, qui fait qu'ils ne sont pas creux. Eh bien, vous allez avoir des gens très creux qui ont fait de longues études et qui préfèrent s'entourer de plein de monde parce que ça leur permet de ne pas faire face à leur vide intérieur. Ils ne sont pas pervers, attention, mais ils sont quand même vides d'une certaine manière. Et quand ils sont dans la foule, ils peuvent aborder n'importe quel sujet. Ils ne sont pas obligés de rester longtemps avec une personne, vous voyez, ce qui fait qu'ils papillonnent et ils ne disent rien d'intéressant, ils ne reçoivent aucune remarque intéressante. Et souvent d'ailleurs, s'ils font ces grandes réunions, c'est pour des raisons commerciales parfois, hein. Là, je dépasse le cadre amical, il y a aussi des raisons commerciales qui forcent les gens à perdre leur temps dans des réunions comme ça, où on mange. Bon, l'intérêt, ça, pour moi, le seul intérêt que je vois là-dedans, c'est de manger. Alors, si ce qu'il y a à manger n'est pas bon, ben, si le buffet n'est pas bon, je ne vois plus d'intérêt du tout, moi, c'est clair, hein. Voilà. Ou alors si j'allais dans des machins comme ça, c'est pour obtenir quelque chose. Alors là, je cacherai pas les choses, hein. Je dirais bon, voilà, je vais pas promouvoir mon bouquin. Comment vous m'aidez? Comment vous faites? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas l'intention de coucher avec vous, hein, pas question. Je suis d'ailleurs trop vieux, sans doute, sauf si les gens ont 80 ans et plus. Bon, là, effectivement, je peux avoir du succès. Mais voilà, moi, je vais être cash, comme on dit, et mettre les choses au point clairement, parce que il faut que ça ait un sens. Si ça n'a pas de sens, c'est ça qu'il faut comprendre avec moi, qui me rend désagréable sans doute, mais si je fais quelque chose où je ne vois pas le sens de ce que je fais, je ne- ça me perturbe, ça me rend désagréable. Voilà.
Si c'est pour se délasser, par exemple, si on se réunit et on danse, on se met à chanter, à danser, etc., là, je vois un sens, si j'ai envie de danser et chanter. Mais si c'est pour échanger des platitudes, mais avec des gens que je n'apprécie pas spécialement, ça ne m'intéresse pas. Et j'aimerais vraiment que tout le monde regarde cette vidéo pour comprendre enfin comment je fonctionne et pour m'éviter de m'inviter encore à ce genre je sais pas de quoi, de machin, de trucs, ça vous plaît, ben tant mieux, mais moi ça me plaît pas. Voilà. Euh, et donc, les personnes creuses, normopensantes, même s'ils ont fait de hautes études, même s'ils sont objectivement intelligents en termes peut-être de QI, eh bien, ils ne vont pas pouvoir échanger sur des sujets qui leur profonds, on va dire, sur des choses personnelles. Parce qu'attention, quand on est atypique, on ne cherche pas forcément des discussions très intellectuelles. Ce n'est pas ça du tout, hein. On cherche des liens spontanés finalement où les gens parlent de choses et d'autres, mais parlent de choses qui leur tiennent à cœur, sans se sentir obligés d'aborder des sujets. Alors, comment va votre fils? Comment va votre fille? Parfois, moi, je pose cette question et ça m'intéresse de savoir la réponse. Mais je m'en souviens, quand c'était ma mère, on lui posait cette question, on avait vraiment l'impression que l'interlocuteur et l'interlocutrice, souvent d'ailleurs, ne s'intéressaient pas à la réponse, c'était juste de la politesse. Ben moi, ça n'a pas d'intérêt tout ça, vous voyez. Je peux faire preuve de politesse, attention. Je peux quand même faire une petite concession et dans une partie de la conversation, on peut faire cette concession, d'avoir cette politesse. Mais elle vient naturellement. Si on est un peu humain, ça vient naturellement. Si on apprend que quelqu'un est malade dans la famille, eh bien, on va essayer de savoir si la personne va mieux. Alors, voilà. Donc, ces normaux pensants, pourquoi ils font ces grandes réunions, ces grands repas amicaux ou professionnel un petit peu, eh bien, soit par intérêt professionnel, pour avoir plus de sous, plus d'actions à développer dans leur entreprise, plus de projets, ou alors pour éviter de faire face à eux-mêmes, de se faire face à eux-mêmes, parce que s'ils sont face à face avec moi, et très vite, ils vont être obligés euh, d'être dans la sincérité. Sinon, ça ne va pas passer avec moi, je vais m'en aller très vite. Remarque, ils seront débarrassés, hein, vous me direz. Mais voilà, et c'est ça le vrai problème. C'est important, hein, enfin, de comprendre ça. C'est que ils ne peuvent pas faire face au vide. C'est affreux de se dire qu'on a une vie vide. Mais bon, vous me direz que peut-être certains n'en ont pas conscience, mais moi, je vais être un peu un révélateur de ce vide. Et les gens comme moi qui m'écoutaient, les gens qui m'écoutaient en ce moment là, qui vous intéressez à cette vidéo, vous allez mettre les gens en difficulté à votre insu en leur montrant, sans le vouloir d'ailleurs, leur vide intérieur. Et ce ne sont pas forcément des pervers, attention, hein. Euh, donc, hum, euh, tout cela, enfin, voilà. Moi, c'est vraiment la dernière chose à me proposer si vous voulez me faire plaisir finalement. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vous prendre en grippe et ça va se retourner contre vous finalement. Voilà. Alors, autre chose d'ailleurs, on disait que le profil atypique était dans la sincérité plutôt de l'échange. Il cherche plutôt des relations amicales plus que des relations justement, des amis avec un grand A ou un petit A même, hein, il n'y a pas de raison, mais quelque chose de sincère, de vrai, euh, voilà, qui n'est pas de la figuration, tout simplement, je dirais. Et il va avoir aussi une part d'hypocrisie, mais liée à la politesse et au respect de l'autre. On n'est pas des mufles, c'est pas ça, hein. Par exemple, si quelqu'un vous dit, je prends cet exemple, ce qui m'amuse beaucoup, j'ai écrit un livre, vous n'allez pas dire OK. Il y a des gens qui vous répondent OK, et je vous assure, hein, ou alors qui ne vous posent pas de questions. Ben, un profil atypique, il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sensible, va vous dire, mais ah tiens, vous avez écrit un livre, très bien, faut pas paraître étonné, puis ça veut dire qu'on s'étonne. Non, vous direz, bah ah oui, vous avez écrit un livre, ouais. De quoi parle ce livre? C'est quel genre de livre? C'est un roman? C'est un essai? Qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà. Et cette question, vous verrez avec je dirais que sauf si les gens ont préalablement regardé sur Internet, hein. Moi, on trouve beaucoup de choses sur moi, donc on peut savoir ce que je fais et on n'a pas besoin forcément de me poser la question. Mais si quelqu'un, quand vous dites je pratique, j'aime le sport
et à moins qu'il soit vraiment réfractaire au sport, ça arrive, il y a quelques personnes comme ça, et qu'il ne vous pose pas la question, tiens, quel sport pratiquez-vous? À quel endroit? Pourquoi vous aimez ce sport, etc. Enfin bref, eh bien c'est une personne qui n'est pas intéressante. Ou alors, où il y a quelque chose qui me dépasse, qui dépasse ma compréhension, hein, voilà. Et si vous dites, ah ben j'écris des livres, donc, ah oui, qu'est-ce que vous écrivez? Et voilà, c'est la question qui doit venir, hein. Une personne atypique, même si elle n'a pas envie de savoir, enfin, elle aura généralement envie de savoir, si, ce que vous faites comme sport, ce que vous pratiquez comme sport, ce que vous écrivez, elle va quand même poser la question parce qu'elle est sensible, elle est humaine, elle se met à votre place, elle a une empathie réelle, pas l'empathie des pervers hein, qui décryptent qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites, ce dont vous avez besoin plutôt, mais une véritable empathie, voilà, et elle va vous poser cette question, forcément. Ou alors, ou alors elle le sait déjà. Elle a regardé sur Internet, si elle vous pose, mais elle va en discuter. Elle va pas laisser tomber le sujet. Bon, après, je mets à part quand même des gens qui seraient vraiment en situation d'illettrisme, des gens qui n'aiment pas du tout le sport, qui peuvent être bloqués par ces thématiques. Mais là, ce sont des cas particuliers, hein. Alors, le pervers maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans ces grandes réunions? Alors, le pervers, lui, il ou elle peut aimer les entretiens individuels parce que ça permet de martyriser la personne en toute impunité, personne ne voit la situation, bien évidemment. Et ça peut permettre aussi de développer un échange plus approfondi, de mieux vous connaître afin de mieux ensuite vous maltraiter. Mais en même temps, le pervers ne va pas le faire de façon forcément volontaire, puisque c'est pour lui c'est un besoin comment dire, d'expliquer, de justifier son malaise intérieur. Il faut qu'il y ait une cause à ce malaise intérieur. Il faut qu'il y ait un responsable de ce malaise qu'il ressent intérieurement. Et d'ailleurs, je vous expliquerai dans une petite vidéo quelque chose qui me concerne moi. Vous allez être surpris. Mais pas là. Vous verrez tout à l'heure. Donc, il le fait pas forcément. C'est pas conscient. Moi, je pense pas qu'il le fasse exprès forcément. Certains, enfin, je crois qu'il y en a plusieurs sortes. Enfin, il y en a de toute façon plusieurs sortes, c'est évident. Mais il va s'intéresser à vous parce que ça peut être même sincère, parce qu'il veut tenter. C'est comme quand on tente quelque chose, parce qu'on se dit il faudrait que je fasse ça, mais on ne persiste pas parce qu'au fond on n'est pas motivé. Voyez? Enfin, je reviens là-dessus. D'ailleurs, je vais noter ça dans un coin de mon esprit. Je vais revenir là-dessus, c'est intéressant. Voilà. Donc, mais je reviens surtout le pervers en société, c'est-à-dire que lui, cette situation de groupe va lui plaire. Pourquoi? Parce que il va peut-être, première chose, pouvoir repérer des gens qui sont exclus de ce groupe, qui sont pas à l'aise dans ce groupe. Il va dire tiens, celui-là, il communique pas bien avec les autres, il a pas l'air comme les autres, ça doit être un profil un peu atypique, c'est quelqu'un de plus sensible, je vais pouvoir jeter mon grappin dessus pour me nourrir de sa sensibilité. Voilà, ça peut être ça, première chose. Ça peut être aussi parce que le pervers aime bien briller en société, jeter de la poudre aux yeux. C'est facile puisqu'en plus il est face à un public qui n'est pas d'une grande sensibilité. Et enfin, il peut chercher à humilier une victime en société. Cela dit, le vrai problème, généralement, ce ne sont pas les pervers, mais bien plutôt les profils plan-plan, bof, beauf plutôt, bof, B-O-F et beauf, les deux. Ces profils qui ne sont pas méchants, mais qui sont creux finalement, qui sont vides, disons un vide intérieur qui n'est pas le même que celui du pervers, qui est rempli, enfin c'est un remplissage, je dirais plutôt, qui n'est pas, qui n'a pas forcément beaucoup de portée. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en me basant sur les propos de Madame Campan à Zoé Duquesla. Voilà, bonne journée, à bientôt.